en tant qu'architecte, j'ai toujours été très influencée par Bernard Tschumi, qui était aussi le doyen de l'école d'architecture à Columbia pendant longtemps. Et lui avait articulé l'idée de l'architecture autour du concept, content, le sens, et contexte. Et comme les trois sont vraiment toujours en relation l'un à l'autre, donc on produit du sens à cause du contexte dans lequel on agit et on intervient. Et je pense que nous sommes dans un moment où redéfinir le contexte, à quelle échelle, que ce soit une échelle de temps ou une échelle géographique d'espace, à quelle échelle on peut comprendre le contexte. Aujourd'hui, c'est le contexte du changement climatique qui nous demande de regarder l'histoire de façon beaucoup plus longue. Donc il y a vraiment ces changements d'échelle et de cadre, en fait, qui sont très importants. Et dans le cas de ce que j'appelle avec un peu pas une ironie, mais un point enfin, question mark, l'idée de la ville arabe, un peu, c'est toujours comme sans contexte, ou c'est un contexte très figé. Et malgré le fait que Edouard Saïd a écrit en 78 son livre, en fait, quand vous regardez les architectes aujourd'hui, ou dans les dernières 10 années qui ont agi, notamment dans les villes du Golfe, c'était toujours la question comment agir sans contexte. Mais le désert est toujours un contexte déjà environnemental. Il y a le contexte géopolitique de transfert de pouvoir entre les vieilles villes comme Beyrouth, Bagdad, Damas, et ces nouvelles villes qui acquièrent plus de pouvoir. Et donc ça, c'est vraiment une lutte. Et donc on ne peut pas regarder les villes comme ça en isolation. Donc choisir son contexte est déjà un acte de design, d'architecture et de pensée. Oui, c'est vraiment, c'est notamment plus important que, justement à cause de cette échelle environnementale. C'est très difficile pour nous de comprendre aujourd'hui qu'en tant qu'humains, nos actions ont vraiment maintenant ont un temps géologique, quoi, comme la définition de l'Anthropocène maintenant entre en jeu, comme un historien que j'aime beaucoup et que j'admire, c'est Dipesh Chakrabarty, qui aussi maintenant est en train de réengager cette histoire de longue durée encore plus longue. Et évidemment, en tant qu'architecte, on a maintenant, avec l'histoire, comme une archive et on peut choisir de vraiment rendre visible cette complexité et d'échapper un peu à ce qu'on appelle en Amérique the 24-hour news cycle, où c'est toujours cet événement qui a produit cet événement, qui a produit cet événement, mais en fait, il faut vraiment qu'on zoom out, quoi, et qu'on puisse comprendre vraiment que tous ces événements sont interliés. Et je pense que Braudel était vraiment quelqu'un de fantastique, qui pensait les choses en relation l'une à l'autre. Oui, donc en fait, une euh, des personnes qui ont vraiment commencé à écrire sur ce sujet, c'est Jeannette Aboularut, qui à son époque retracé les descriptions de cette ville arabe et au travers d'écrits a remarqué qu'en fait toutes ces descriptions étaient fondées sur deux villes, Fès et Alep, et comme si toutes les villes commençaient là. Et donc c'est vraiment c'est très réducteur. Et ce que je trouve intéressant quand on regarde ce qui s'est passé dans les villes du Golfe, c'est comme si tout l'engagement de cette région avec l'idée de la modernité, du modernisme, tout ça n'existait pas. Les gens décrivent cette urbanisation comme soudain la région se réveille à la modernité, mais en fait ça fait quand même assez longtemps qu'on se débat avec ces idées. Et donc en fait, et on voit ça très
de façon très claire au travers de l'architecture et des projets urbains, parce que les concepts sont devenus, comme dirait Tchoumi, tellement réducteurs, quoi. Quand vous pensez que les grands architectes parlent d'oasis dans le désert ou de Masdar, le Masdar de Foster est comme une ville arabe, donc, et comme, enfin, cette idée de Médina, etc. Donc ces références ont été déconstruites quand même pendant longtemps, mais les architectes continuent de les employer. Et je pense que c'est dommage, parce qu'à une époque où on doit en fait démontrer qu'il y a eu un engagement très long avec les questions de modernité, je crois que c'est important que les architectes prennent cette responsabilité de refléter un peu la complexité de ce contexte. Le meilleur exemple, c'est le Louvre de Jean Nouvel à Abu Dhabi, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est un très bel immeuble que j'ai visité juste avant. Il n'a pas encore ouvert, mais je pense que quelqu'un comme Nouvel est un orientaliste de grand calibre, parce que je pense qu'il comprend vraiment un peu les références qu'il utilise. Mais quand même, c'est vraiment des références, ce contexte, ce musée qui résonne, enfin, enfin, il essaye de recréer la Médine, mais c'est un immeuble, quoi. Donc maintenant, la ville et le projet architectural sont la même chose. Donc toutes ces petites salles sont supposées être des composantes de cette Médine avec cette grande coupole qui filtre la lumière comme l'oasis filtre la lumière. Et évidemment, c'est très beau, et je pense que dans le cas de Nouvel, il comprend bien que les mouches rhabillées, tout ça avait vraiment un effet optique. Il a commencé cette étude avec le projet de l'Institut du monde arabe à Paris. Donc c'est pas aussi deux-dimensionnel que d'autres projets, mais quand même, pourquoi ces références orientalistes alors qu'on pourrait choisir d'autres références? Oui, c'est un espèce de... C'est l'anthropologue Ahmed Kana qui a écrit ce beau livre Dubai City as Corporation, qui parle de cette idée de reverse orientalism, comme quoi ce n'est pas seulement une idée d'une région ou d'une culture qui est figée dans le temps, c'est l'idée d'une culture qui est apolitique, qui est soit c'est la Médine, soit c'est la ville hyper moderne, futuriste. Donc toutes ces projections, en fait, ça ressemble vraiment encore à l'attitude d'un Frank Lloyd Wright. Vous connaissez l'histoire, quand il avait été invité pour faire un nouveau plan urbain pour Bagdad à la fin des années 50, et il a lu les villes, il a lu le livre des Mille et une nuits, et il a commencé à faire des dessins. Donc on est toujours dans cet espace de fantasme qui est déconnecté, qu'on projette sur ce contexte qui est plein d'histoires. Si on change comment on cadre ce contexte. Oui, ce qui est intéressant, évidemment, dans cette accélération qui s'est passée et qui continue de se passer dans les villes du Golfe, c'est que au travers quand on regarde ce qui se passe, on peut comprendre ce qui se passe dans d'autres villes, en Chine, ce qui se passe maintenant sur le continent africain, etc. Dans le sens où d'abord la globalisation qui force ces questions très réductrices d'identité. Tout d'un coup, les villes deviennent des marques, des brands, quoi. Donc Dubaï, c'est entrepreneurship, Abu Dhabi, c'est la culture orientale, etc.
Et en même temps, en fait, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple du sport qui combine les chameaux et les robots. C'est le gouvernement des Émirats arabes a vraiment relancé ça dans les années 90. Et c'est vraiment une construction. On préserve la tradition, on préserve l'identité des Émirats arabes, mais nous sommes maintenant dans la technologie. Et donc cette combinaison des deux choses, alors qu'en fait, tradition et modernité sont vraiment toujours... l'une construit l'autre, quoi. Et, et au lieu de regarder ces questions d'identité et de tradition et de modernité, en fait, on peut regarder la ville comme essayer de comprendre real estate, l'immobilier comme une force vraiment très forte qui est en train de complètement transformer les villes parce que le capital flows, enfin, le capital passe par l'immobilier maintenant et toutes ces constructions sont spéculatives et donc c'est vraiment des forces économiques, des forces politiques qui n'ont rien à voir avec des questions d'identité ou de religion, quoi. Absolument, c'est Timothy Mitchell qui a écrit la tradition est un effet de la modernité, et c'est des représentations de tradition, et en fait, il faut complètement sortir de ça et re-regarder le contexte avec toutes ces forces immobilières, économiques, politiques, géographiques, l'environnement, enfin, la transformation du désert aujourd'hui dans ces villes est spectaculaire, mais en même temps nous permet de comprendre aussi ce qui s'est passé à Houston dans les 20 dernières années et qui aujourd'hui on voit les conséquences avec ce qui vient de se passer. C'est vraiment lié à l'immobilier, à la construction. Je pense probablement une des premières, cette combinaison public-privé, mais qui était plutôt privée, donc vraiment le gouvernement c'est le Public-Private Partnership, si vous voulez, où les propriétaires, qui a permis de redistribuer les propriétés au centre-ville. Le centre-ville était vraiment découpé en des propriétés très très petites, et en échange de stocks dans l'entreprise d'action, dans l'entreprise solidaire, Solidaire a racheté tous ces terrains et produit un tabula rasa, une nouvelle ville qui le motto c'était solidaire, le passé et le futur, quoi, qui viennent ensemble. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cet acte de reconstruction et de préservation, c'est que toute une nouvelle histoire a été construite au centre-ville, qui est tout d'un coup une histoire de monuments religieux qui sont là l'un à côté de l'autre, avec ces grandes avenues. Beaucoup de projets modernistes ont été détruits, etc. Donc ça devient vraiment une construction d'une histoire qui est plus Dubaï que Beyrouth, quoi. Et aujourd'hui, Solidaire est ressenti par les Libanais comme un espace privé, en fait. En fait, c'est très difficile de... la transformation de l'espace public en espace privé au travers de ces grands projets immobiliers est vraiment en train d'affecter les villes. Et c'est difficile en tant qu'architecte d'agir et d'intervenir. On essaye toujours de trouver un peu the silver lining, comme on dit, d'essayer de trouver un petit espace qui peut rester public, mais c'est vraiment un acte de résistance qui parfois semble futile. Mais la privatisation n'est pas non plus simplement
au niveau de l'espace et aussi au niveau de ce qu'on appelle gentrification, quand ces forces immobilières transforment des quartiers et il y a immédiatement une division au niveau de la population qui peut vraiment habiter ce quartier. Donc, tout d'un coup, ces villes sont en train de devenir très uniformes au niveau de la classe sociale. De nouveau, c'est toujours ces contrastes et ces oppositions, alors qu'il faut regarder les deux vraiment en même temps. Il y a un exemple très, très intéressant qui s'est passé au sud de Beyrouth, qui est vraiment beaucoup plus informel. Quand cette partie a été détruite en 2006 lors des bombardements israéliens, elle a été reconstruite par Hezbollah comme c'était avant, de façon informelle. Donc, mais je pense qu'en fait, il faut aussi éviter de romantiser un peu ce côté organique, informel, mais de vraiment le respecter comme un contexte et une ville qui a sa propre structure. Et à Columbia, on a eu une conférence très intéressante il y a 2 ans sur cette question d'habitation aujourd'hui. Et David Sims, qui a beaucoup travaillé sur ces questions en Égypte, a posé la question housing the majority or letting the majority house itself. Parce que pour lui, quand on regarde l'exemple de l'Égypte, où toujours il y a ce désir de transférer toutes ces populations hors de ces villes informelles et de créer des nouvelles villes dans le désert, ça échoue constamment. Alors que je pense que la question, c'est de voir comment on peut trouver toujours une balance entre l'informel et le formel, et de formaliser juste assez l'informel pour qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, pour qu'il y ait de la représentation, etc. Je pense que dans certaines villes en Amérique latine, il y a plus ces exemples sont plus nombreux qu'ailleurs. Enfin, c'est intéressant d'essayer d'engager cette question de complexité, de métissage, d'hybridité, mais de ne pas l'utiliser à des fins de nouveau réductrices, quoi. Mais en fait, en tant qu'architecte, quand vous regardez, vous prenez un peu le point de vue de l'architecture, ce mélange existe toujours. Même Palmyre est un mélange d'influences parce que l'architecture est matérielle et qu'il y a toujours la connaissance locale. Tout ça se mélange, les nouvelles technologies. Je pense que cette richesse autour de la Méditerranée est bien réelle et justement parfois permet de sortir de ces narratives nord-sud, est-ouest. Et je pense que c'est dans ce sens que quelqu'un comme Braudel est vraiment arrivé à redéfinir un peu comment on se raconte sa propre histoire, quoi. Oui, c'est un moment très intéressant vis-à-vis de tous ces monuments, enfin, un peu ce qui s'est passé à Palmyre, ce qui se passe ici aux États-Unis vis-à-vis des monuments qui représentent la ségrégation, etc. Ces symboles, en fait, on se rend compte que ces symboles sont encore très chargés. Et dans le cas d'une ville comme Palmyre, qui, au fond, a toujours représenté pour un certain cosmopolitanisme justement ce mélange et cette richesse, c'est un symbole qu'il faut détruire de tous côtés, que ce soit ISIS et Daesh ou que ce soit
quelqu'un qui veut figer les identités et les séparer comme Président Trump, quoi. Les deux côtés de la médaille se retrouvent et en fait, nous sommes coincés entre ces extrêmes et ces oppositions à un moment où il faudrait qu'on trouve les moyens de redéfinir le contexte pour adresser ces problèmes immenses de changement climatique. Et en fait, donc... Oui, l'architecte a, je pense, non seulement la responsabilité, mais c'est un plaisir que de pouvoir tenir ensemble des idées contradictoires. C'est Venturi qui a écrit Complexity and Contradictions in Architecture. Malgré le fait que c'est une discipline et une pratique assez synthétique, on amène tellement de choses ensemble. Ces choses-là peuvent être en opposition, en tension, etc. Et au fond, de produire de nouvelles possibilités, de nouveaux imaginaires. On regarde le passé, mais aussi on projette le futur, on imagine des possibilités nouvelles. Et je pense que c'est dans ce sens que cette complexité est nécessaire aujourd'hui. Oui, l'architecture est toujours impliquée dans le politique et je pense que l'espace est politique. Et le mur est une séparation, c'est vraiment... mais en fait, vous pouvez penser l'architecture comme la construction de murs, ou vous pouvez penser l'architecture comme dirait Bruno Latour, qui dessine des relations et qui rend de nouvelles qui rend ces relations visibles. Donc c'est question toujours de tensions entre la réalité et la représentation, etc., sont très présentes dans la discipline d'architecte. Et je crois que c'était un moment où on a besoin de produire de nouvelles... donc c'est pas contre la représentation, c'est produire des représentations qui sont plus complexes, qui permettent de sortir de ces oppositions où on se trouve figé aujourd'hui de nouveau. Je ne suis pas aussi experte de la ville du XVIe siècle, mais je pense que nous habitons une époque où les divisions sont vraiment, les extrêmes deviennent de plus en plus extrêmes, et je pense que ça va s'accélérer avec le changement climatique. En fait, ce que l'environnement, les questions environnementales et le changement climatique produit, c'est la possibilité d'un discours qui va au-delà de ces questions d'opposition culturelle, des questions d'identité, et en fait essaye de vraiment... on doit penser une échelle qui est beaucoup plus longue au niveau du temps et beaucoup plus grande que nous en tant qu'humains, quoi. Et tout d'un coup, on est juste une espèce parmi d'autres espèces. Et donc, je pense que ça permet et ça force le changement d'échelle et donc cette complexité que quelqu'un comme Braudel arrivait à décrire. Oui, je pense que le, euh, c'est une autre façon aussi de voir ce qui se passe avec le changement climatique. C'est une réponse. Enfin, bon, on peut faire ce qu'on veut, mais au fond, il va y avoir une réaction et je crois qu'on commence à avoir la réaction. La ville parlante, c'est intéressant. L'architecture parlante de Ledoux. Je pense que c'est aussi un moment intéressant où je vois ça à Columbia avec les étudiants. La représentation est de nouveau là, la question du dessin et de communiquer au travers de ça. Et donc pendant les 10-20 années qui sont passées, on a oublié qu'on pouvait communiquer avec l'architecture et c'est en train de revenir. Donc, je pense que c'est une...
Je pense que c'est une construction, mais c'est une construction qui est aujourd'hui importante de réexaminer, parce que je pense que au travers de cette idée de ville méditerranéenne, on peut peut-être sortir de cette idée de ville arabe et trouver de nouvelles intersections, par exemple. Et en fait, c'est ça ce qui était fantastique avec Brodel, c'est que c'était jamais juste la ville, c'était en fait une idée d'une ville perforée de networks et d'échanges et donc toujours de regarder un objet, un sujet, mais de changer constamment d'échelle pour situer cet objet ou ce sujet en relation à d'autres villes, etc. Et donc, est-ce que pour vous, en quelques mots, ce serait quoi la meilleure définition de la ville, si c'est possible? La ville, c'est une idée extraordinaire de comment les humains peuvent habiter ensemble. C'est une idée de collectivité. Et c'est pour ça que la ville a toujours été le sujet d'utopie. Et aujourd'hui, on doit redéfinir ce contrat qu'on a l'un avec l'autre, mais aussi avec la nature, les animaux, les plantes, et de réexaminer nos besoins et nos désirs. Et en fait, la ville est un espace d'imagination, de rencontre, d'échange, qui est une écologie en elle-même. Comment en sortir? Je pense que l'architecte peut agir pour essayer Il y a plusieurs façons d'engager cette question. On peut agir, on peut essayer de se battre sur le terrain, mais on peut aussi produire de nouvelles idées, de nouvelles images, de nouveaux concepts pour des villes futures qui seraient différentes. Je pense que l'imagination est un espace où l'être humain peut encore se projeter et dire mais non, je pourrais habiter comme ça. Et je pense qu'on a cette capacité d'imaginer, de continuer d'imaginer un futur ou des futurs qui seraient différents. Et donc c'est à ce niveau-là que je pense qu'il y a du travail à faire. C'est très difficile aujourd'hui pour nous tous d'imaginer les conséquences du changement climatique. Mais en fait, si vous regardez la science-fiction, c'est peut-être là vraiment que de lire et ces fictions-là, on peut comprendre un peu et imaginer comment il faut agir aujourd'hui.